Je ne compte plus les cycles. Le temps, ici, n'est pas une ligne. C'est une blessure qui se rouvre sans jamais saigner jusqu'à la mort. J'ai traversé ce que les mortels nomment 10 000 ans, et ce mot, traverser, est déjà un mensonge. On ne traverse pas le warp, on s'y dissout par fragments, on y est recraché sous des formes que la raison refuse d'homologuer. Ce témoignage n'est pas un avertissement. Les avertissements supposent un auditoire capable d'esquiver ce qui vient. Je consigne parce que consigner est le dernier geste qui me distingue encore d'eux. Ces entités sans mémoire propre, ces échos de haine pure qui ont oublié qu'elles furent, un jour, quelque chose d'autre. J'ai vu l'Astronomicon vaciller. J'ai senti la grande rift s'ouvrir comme une mâchoire cosmique. J'ai regardé des flottes entières se perdre à un souffle de leur destination. Je suis encore là. C'est ma malédiction précise. Je sens encore la couture se déchirer. Pas une métaphore, une couture réelle, tissée dans le continuum que les ingénieurs du Mechanicus appellent espace réel, et que les théologiens de l'ecclésiarchie refusent de cartographier par peur de ce qu'ils trouveraient. Elle s'est ouverte sous ma conscience, comme une plaie sous une pression trop longtemps contenue. Tout ce que je croyais permanent, la masse, la lumière, la direction, s'est évaporé en une fraction de seconde, qui dure encore. Je suis entré dans le warp il y a 10 000 ans. Je n'en suis jamais vraiment sorti. Et maintenant, vous allez comprendre pourquoi survivre était la punition, pas la récompense. Ce jour-là, 6 jours, signifie encore quelque chose pour vous. Notre vaisseau portait 742 âmes, des soldats, des techniciens, un confesseur dont j'ai oublié le nom avant même que le moteur Geller lâche. Nous effectuions une translation de routine entre deux systèmes que les archives impériales classifient sous des désignations alphanumériques sans poésie. La traversée devait durer 40 jours standards. Le champ Geller a cédé au 30e. 40 jours. Un nombre que je peux encore prononcer sans que ma gorge se contracte. 30e, en revanche. Ce chiffre a une texture dans ma bouche, une rugosité particulière, comme du verre pilé mélangé à de la cendre. Le premier signe ne fut pas une alarme. Ce fut le silence des alarmes. Les systèmes d'alerte se sont tus simultanément, non par panne électronique, mais parce que quelque chose dans le warp a reconnu leur fréquence et a décidé de l'absorber. Les techniciens ont regardé leur console rendre des données contradictoires, des températures négatives exprimées en unités de couleur, des lectures de pression rédigées en nom propre, des coordonnées qui changèrent de valeur selon l'angle sous lequel on les observait. Le confesseur a ouvert son livre de prière. La reliure a saigné. L'entrée sans retour ne ressemble pas à une entrée. Elle ressemble à une découverte, celle que l'endroit où vous vous trouviez n'avait jamais été stable. Que la solidité était une permission provisoire accordée par des forces qui viennent de la révoquer. Sous mes pieds, les plaques de métal de la coque ont commencé à se souvenir de formes antérieures, non pas à se déformer, mais à se souvenir, comme si chaque alliage recélait une mémoire organique de ses composants d'origine. Des surfaces lisses ont développé des aspérités que les rapports techniques auraient été incapables de nommer. Un mur de la salle des machines a reproduit, sur une étendue de 3 mètres carrés, le relief exact d'un visage que personne à bord ne pouvait identifier. Personne sauf moi. Parce que ce visage était le mien. Celui que j'avais à 15 ans. Celui que j'avais avant que cette existence commence à m'éroder. Les 742 âmes ont réagi selon leur nature profonde, dépouillées en quelques heures de tout vernis culturel ou doctrinal. Les soldats ont cherché des cibles, les techniciens ont cherché des données, le confesseur a cherché une absolution qu'aucune liturgie impériale n'avait anticipé de formuler pour cette situation précise. Et moi, j'ai regardé. C'est ce regard qui m'a condamné à 10 000 ans de présence consciente dans cet endroit. Le warp récompense l'attention, non pas par la connaissance est une monnaie impériale sans valeur ici, mais par la persistance. Ce qui vous observe assez longtemps sans se briser devient, à son tour, quelque chose que le warp décide de conserver. Je suis devenu un archive, une anomalie organique dotée de mémoire continue dans un royaume où la continuité est une aberration persécutée. Avant que le champ Geller cède entièrement, j'ai eu le temps de noter 3 choses dans le registre que je tenais encore à la main. Premièrement, la date selon le calendrier impérial, que je préserve ici sous forme de cicatrices mnésiques plutôt que de chiffres.
parce que les nombres perdent leur signification à la frontière de l'espace réel. Deuxièmement, le nom du vaisseau, que je tais, non par pudeur, mais parce que prononcer le nom d'une chose disparue dans le warp revient à lui ouvrir un passage vers là où vous vous trouvez en ce moment. Troisièmement, et cette notation occupe la moitié du registre d'une écriture de plus en plus verticale, la certitude absolue que ce qui nous regardait depuis le dehors du champ Geller n'était pas hostile. L'hostilité suppose un intérêt pour votre souffrance spécifique. Ce qui nous observait était autrement plus terrifiant, indifférent, dans la mesure exacte où un feu est indifférent à la matière qu'il consume. Nous n'étions pas une proie, nous étions du carburant. La distinction n'a aucune importance pour les morts. Elle en a une considérable pour celui qui survit assez longtemps pour la formuler. Dans la prochaine partie, vous apprendrez ce que le temps devient quand les horloges commencent à hurler, et pourquoi les navigateurs qui ont traversé le warp intact refusent tous de parler de ce qu'ils ont entendu dans le silence entre les battements. Les horloges hurlent en mi bémol. Je ne le savais pas avant d'en avoir entendu suffisamment pour établir la constante. Chaque chronomètre que le warp absorbe émet, au moment précis où ses rouages cessent de mesurer pour commencer à subir, une tonalité identique, mi bémol, légèrement en dessous du tempérament égal, comme si l'instrument cherchait une note que la physique impériale n'avait jamais cataloguée. Nos techniciens avaient emporté 14 dispositifs de mesure temporelle à bord. Ils ont hurlé dans l'ordre inverse de leur précision. Le plus rudimentaire, un sablier récupéré sur une planète agrimonde, objet sans valeur technique, a résisté le plus longtemps. Le sable continuait de tomber. Seulement, il tombait vers le haut. La désorientation temporelle dans le warp n'est pas ce que les manuels de navigation décrivent pour rassurer les équipages. Ces manuels, je les ai lus, je les ai mémorisés avant l'entrée. Je peux encore en réciter des paragraphes entiers avec la précision d'un psittacisme institutionnel, parlent d'anomalies chronométriques mineures et de décalage perceptuel compensable par protocole standard. Cette langue administrative est une forme de miséricorde préventive. Elle prépare les esprits à une réalité qu'elle s'interdit simultanément de décrire. La vérité est plus simple et plus insoutenable. Le temps dans le warp n'est pas cassé, il est vivant. Il possède une volonté, rudimentaire, affamée, dépourvue de toute architecture conceptuelle que les philosophes de Terra auraient reconnue comme conscience, mais une volonté néanmoins. Et cette volonté choisit. Elle choisit quels moments répéter, quels intervalles étirés jusqu'à l'éclatement, quels instants comprimés en cicatrices denses et opaques. Elle m'a choisi, moi, comme témoin de ses préférences. Le 80e jour, après la défaillance du champ Geller, je comptais encore en jours, alors, parce que l'habitude survit plus longtemps que la raison. J'ai rencontré pour la première fois ce que je nommerai plus tard une boucle de rémanence. Un couloir du vaisseau rejouait en continu les 4 secondes précédant la mort d'un sergent dont j'avais appris le nom 3 semaines auparavant. Non pas une vision, non pas une hallucination collective, une réalité physique pleinement tangible, vérifiable par plusieurs sens simultanément. Le sergent mourait, le couloir se réinitialisait, le sergent mourrait à nouveau. Ses camarades ont cessé d'emprunter ce passage après la 20e répétition. Moi, j'y suis resté. J'ai compté 416 cycles avant que la boucle se modifie légèrement. Le sergent, au lieu de tomber vers la gauche, tombait vers la droite. Variation infinitésimale. Le warp testait quelque chose. Je ne saurais jamais quoi, parce que les expériences du warp ne produisent pas de conclusion. Elles produisent des données supplémentaires pour des expériences ultérieures dont vous n'observerez jamais les résultats. Parmi les survivants, nous étions encore 211 à cette époque, avant que la section arrière cesse d'exister selon des modalités que ma terminologie actuelle reste incapable de qualifier précisément. Les réactions à la dissolution temporelle se sont stratifiées selon une logique que j'aurais pu prédire si j'avais été moins occupé à survivre. Les soldats ont institué des quarts de garde immuables, scandés par des décomptes vocaux collectifs. Cette liturgie profane leur offrait l'illusion d'une continuité que l'environnement refusait catégoriquement de fournir. Certains comptaient encore quand ils ont cessé d'être reconnaissables. Les techniciens ont tenté de cartographier les anomalies, de les indexer, de leur attribuer des coefficients. Leurs notes sont devenues illisibles
après ce que j'évalue rétrospectivement comme la 3e semaine, non par dégradation physique du support, mais parce que leur écriture avait commencé à anticiper les phrases suivantes avant que les phrases précédentes soient achevées. Leur carnet se lisait de l'intérieur vers l'extérieur. Le confesseur, lui, avait adopté une stratégie théologiquement cohérente et pratiquement désastreuse. Il priait en permanence, à voix haute, avec une conviction qui semblait croître proportionnellement à l'évidence que ses prières ne produisaient aucun effet mesurable. Je l'ai observé pendant ce que le temps du warp rendait équivalent à plusieurs semaines. Sa foi était réelle. Je ne dis pas cela avec mépris. La réalité d'une conviction n'a jamais été corrélée à son efficacité. Ce que le warp fait au temps, il le fait également à la mémoire, et cette équivalence n'est pas métaphorique. Les structures neurologiques qui encodent les souvenirs séquentiels reposent sur des présuppositions causales que le warp viole méthodiquement. Après 200 jours, je me souvenais de certains événements futurs avec la même clarté que les passés. Après 500, la distinction entre anticipation et réminiscence avait perdu toute pertinence opérationnelle. J'ai commencé à me souvenir de ma propre mort à plusieurs reprises. Des versions différentes, contradictoires, également précises dans leurs détails sensoriels. Le warp ne mentait pas. Il proposait des possibilités avec l'impassibilité d'un archiviste présentant des dossiers équivalents. Lequel choisir? La question n'avait pas de sens. Tous ces dossiers portaient en mon nom. Ce qui m'a préservé, et je pèse ce verbe, parce que sauver serait une imposture, n'était pas la foi, ni la technique, ni la résistance psychique que les inquisiteurs mesurent avec leurs instruments de cuivre et d'obsidienne. C'était quelque chose de plus pauvre et de plus tenace, la curiosité. Le warp reconnaît la curiosité comme il reconnaît l'attention, comme un signal qui mérite une réponse prolongée. Il ne respecte pas les curieux, il les utilise. Pendant 10 000 ans, j'ai été l'instrument par lequel le warp s'est observé lui-même, et cette fonction m'a conféré une durabilité que je n'avais ni demandée ni méritée. Les horloges ont continué de hurler. J'ai appris à dormir dans ce mi bémol légèrement faux. Et quand les derniers survivants ont cessé de compter leurs jours à voix haute, c'est moi qui ai continué, non pour eux, mais parce que cesser de compter aurait signifié leur ressembler. Ce que j'ai vu ensuite, dans les couches plus profondes de cet endroit, dépasse ce que le langage impérial standard autorise à formuler. Les visages que le warp fabrique à partir de vos peurs les plus précises, et pourquoi ils portent toujours les traits de ceux que vous n'avez pas réussi à protéger. Ils portent vos traits, toujours. Pas les traits de vos ennemis, pas ceux de vos supérieurs hiérarchiques, pas ceux des figures d'autorité que la doctrine impériale vous a appris à craindre et à vénérer dans le même geste réflexe. Le warp ne fabrique pas des monstres étrangers, il fabrique des miroirs dégradés, des répliques imprécises de visages que vous avez aimés, ou abandonnés, ou regardés mourir sans intervenir. Cette imprécision est délibérée. Un monstre parfaitement méconnaissable peut être combattu, classifié, exorcisé selon protocole. Un visage presque exact, légèrement décalé dans ses proportions, légèrement trop immobile dans son expression, ne peut qu'être subi. La première apparition s'est manifestée au 143e jour, après la défaillance du champ Geller. Une femme debout, à l'extrémité du couloir de pont principal, tournée vers moi, portant l'uniforme réglementaire d'une unité que je reconnaissais sans pouvoir nommer immédiatement. Ses mains pendaient le long de son corps, avec une décontraction anatomiquement improbable. Les articulations orientées quelques degrés au-delà de ce que les ligaments humains tolèrent en position de repos. Elle n'a pas bougé quand je me suis approché. Elle n'a pas bougé quand je me suis arrêté à 2 mètres. Elle a seulement ouvert la bouche et produit un son que j'aurais pu interpréter comme mon prénom si j'avais été moins attentif à la phonétique. Ce n'était pas mon prénom. C'était la forme de mon prénom, vidée de sa substance, remplie d'autre chose. Le warp puise dans des strates de mémoire que vous ignorez posséder. Non pas vos souvenirs conscients, ceux-là, il les traite avec un certain dédain, comme un archiviste méprisant des documents trop récents pour avoir acquis de la valeur. Ce qui l'intéresse, ce sont les couches antérieures, les impressions sensorielles encodées avant le développement du langage, les terreurs sans nomenclature de l'enfance, les visages perçus en périphérie et jamais pleinement traités par la conscience.
Il extrait ces résidus avec une précision chirurgicale et les assemble en configurations qui contournent tous vos mécanismes de défense rationnels, parce que ces mécanismes ont été construits pour répondre à des menaces que vous pouvez nommer. Ce que vous ne pouvez pas nommer, vous ne pouvez pas repousser. Parmi les 186 survivants restants à cette période, nous avions perdu 25 âmes supplémentaires à des causes que les rapports d'incidents que je continuais de rédiger qualifiaient pudiquement d'altérations environnementales irréversibles. Les apparitions prenaient des formes distinctes selon les individus. J'ai procédé à des entretiens systématiques pendant ce que le temps du warp rendait équivalent à plusieurs semaines consécutives. Aucune apparition ne ressemblait à un inconnu. Chacune portait les traits d'une personne spécifique, identifiable par le sujet concerné, disparu ou abandonné dans sa biographie personnelle. Les soldats voyaient des camarades de promotion précédente. Les techniciens voyaient des mentors ou des enfants. Le confesseur voyait, selon ses propres termes prononcés d'une voix parfaitement stable, l'empereur tel qu'il était avant de devenir ce qu'il est. Cette dernière description m'a occupé pendant longtemps. Phase terminale. Je n'ai jamais observé de sujet traverser la phase terminale et demeurer capable de la décrire par la suite. Les rapports s'arrêtent. Les registres deviennent illisibles. Ce que j'en sais provient de l'observation externe. Et l'observation externe ne capture que les conséquences physiques, lesquelles sont suffisamment explicites pour que je m'abstienne de les détailler ici, non par pudeur, mais parce que leur description produirait de la fascination, là où seule l'aversion est appropriée. Ma propre apparition est revenue 97 fois au cours des 10 000 ans qui ont suivi. Toujours le même visage, celui que le mur de la salle des machines avait reproduit lors de notre entrée dans le warp, mon visage à 15 ans, avant que certaines choses arrivent que je n'énumérerai pas. La fréquence des visites a diminué progressivement, non pas parce que le warp s'est désintéressé de moi, mais parce que j'ai appris quelque chose que ces constructeurs n'avaient peut-être pas anticipé. Les apparitions s'alimentent du refus de reconnaissance. Elles ont besoin que vous résistiez à les nommer pour maintenir leur emprise. La résistance est leur carburant, la dénégation leur oxygène. Quand j'ai cessé de refuser la ressemblance, quand j'ai regardé mon visage à 15 ans et dit intérieurement oui, c'est moi, je reconnais cet enfant, je sais ce qu'il a traversé. L'entité a perdu quelque chose d'essentiel à sa cohérence. Elle n'a pas disparu. Elle est revenue. Mais elle est revenue différemment, plus petite, moins précise dans ses proportions, comme une copie tirée d'une copie tirée d'une copie. Le warp ne renonce pas. Il recalibrait. Ce que fabriquent ces visages n'est pas de la terreur au sens où les commissaires de l'Astra Militarum utilisent ce terme dans leur manuel de maintien du moral des troupes. La terreur est une réaction aiguë, temporaire, physiologiquement épuisable. Ce que le warp installe à travers ses répliques est plus durable et plus dévastateur. Le doute rétrospectif. Le doute sur la réalité de vos propres souvenirs, sur l'authenticité de vos affections passées, sur la question de savoir si les personnes que vous avez aimées existaient indépendamment de votre perception, ou si elles n'ont jamais été que des projections que le warp connaissait déjà avant vous. 162 de mes compagnons ont cessé de fonctionner. Pas de mourir, ce verbe serait inexact, après avoir atteint cette question sans trouver de réponse satisfaisante. Leur corps continuait d'occuper l'espace. Autre chose avait pris la décision de les habiter à leur place. Ce que la foi devient dans cet endroit, ce qu'il advient des certitudes doctrinales quand les certitudes n'ont plus de sol sous elles, c'est ce que la prochaine partie documente. Et pourquoi le confesseur a finalement fermé son livre, non par désespoir, mais par une conclusion théologique que l'ecclésiarchie brûlerait sans le lire. La foi ne meurt pas dans le warp. Elle se transforme en quelque chose que ses architectes originels n'auraient pas reconnu, et cette méconnaissance aurait été réciproque, parce que ce que la foi devient ici regarde en retour, avec des yeux que les cathédrales de l'ecclésiarchie n'ont jamais été conçues pour contempler. J'ai regardé des hommes et des femmes d'une dévotion irréprochable traverser la dissolution progressive de tout ce qui rendait leur dévotion cohérente. Ce que j'ai observé n'était pas une défaite. C'était une métamorphose que personne n'avait commandée. Le confesseur s'appelait Aldrich. Je peux maintenant prononcer ce nom parce que suffisamment de temps a dissous le danger que représente sa mention. 10 000 ans
constituent une distance suffisante entre un homme et ce qu'il est devenu. Il portait sa foi comme d'autres portent une armure, avec la conscience permanente de son poids et la conviction que ce poids était précisément ce qui le maintenait vertical. Pendant les 100 premiers jours, ces prières ont fonctionné selon leur logique déclarée. Non pas qu'elles aient produit des effets miraculeux sur l'environnement, le warp n'est pas sensible aux supplications impériales, sauf pour en extraire le matériau émotionnel brut qu'il recycle à des fins qui lui sont propres. Mais elles maintenaient Aldrich dans un état de cohérence psychique que j'admirais sans partager. Sa foi était une technique de survie parfaitement calibrée pour l'espace réel. Dans le warp, les techniques de survie calibrées pour d'autres environnements deviennent des vulnérabilités. La première fissure est apparue au 128e jour. Aldrich priait dans la chapelle improvisée qu'il avait établie dans un compartiment de stockage vidé de son contenu. Des caisses de rations empilées en hôtel de fortune, une aquila tracée à la craie sur une surface métallique que le warp avait commencé à rendre légèrement translucide. Je l'observais depuis le seuil, non par dévotion, mais parce que l'observer était devenu l'une de mes méthodes de documentation. Il s'est interrompu au milieu d'une litanie. Pas brusquement, progressivement, comme une phrase dont on oublie la conclusion avant de l'avoir prononcée. Il a regardé l'Aquila. Il a regardé ses mains. Il a dit, à voix suffisamment basse pour que je doute d'avoir bien entendu, « Si l'empereur voit tout, qu'est-ce qu'il voit ici ?» La question n'était pas rhétorique. Elle attendait une réponse que sa théologie n'avait pas préparée. Ce que la présence du warp fait à la théologie impériale est précis et implacable. La doctrine de l'ecclésiarchie repose sur plusieurs présuppositions fondamentales concernant la nature de l'espace, du temps, de la divinité et de l'âme humaine. Ces présuppositions sont cohérentes entre elles et avec l'expérience de l'espace réel. Dans le warp, chacune d'elles est non pas réfutée. La réfutation supposerait un débat, une confrontation d'arguments, mais simplement rendue non pertinente, comme des règles de grammaire appliquées à une langue qui n'utilise pas de mots. L'empereur protège. Cette affirmation, répétée plusieurs millions de fois par jour à travers les espaces de l'impérium, repose sur une conception de la protection comme bouclier interposé entre le fidèle et l'adversité. Dans le warp, l'adversité n'est pas une force extérieure contre laquelle un bouclier peut être érigé. Elle est constitutive de l'environnement lui-même. Elle est l'air que vous respirez, le sol sous vos pieds, la lumière par laquelle vous percevez. Contre cela, aucun bouclier n'a de surface d'appui. Aldrich a mis 182 jours à formaliser cette conclusion. Je sais le délai précis parce que j'ai conservé le registre de ses prières, leur fréquence, leur durée, leurs variations textuelles. La courbe de dégradation est documentée avec une minutie que je reconnaîtrais aujourd'hui comme une forme de tendresse, si ce mot avait encore une résonance non ironique dans mon vocabulaire. Ce qui a remplacé la foi doctrinale chez Aldrich n'était pas l'athéisme. L'athéisme serait une position confortable, une négation propre, un espace dégagé où la raison pourrait reprendre ses droits. Le warp ne produit pas d'athées, il produit des croyants reconfigurés, des consciences qui ont rencontré quelque chose d'indéniablement réel et de radicalement incompatible avec leur cadre d'interprétation antérieur. Aldrich a commencé à prier différemment. Non plus vers l'empereur, non plus selon les litanies codifiées que les scribes de l'ecclésiarchie avaient compilées sur des millénaires de théologie institutionnelle, vers quelque chose qu'il refusait de nommer, parce que nommer dans le warp est une convocation, et Aldrich avait appris suffisamment de prudence pour comprendre la différence entre adresser une prière et émettre un signal. Il priait vers l'absence, vers l'espace entre les entités plutôt que vers les entités elles-mêmes, vers ce qui, dans le warp, ne voulait rien, et cette caractéristique seule le rendait, à ses yeux reconfigurés, digne d'une forme d'adoration. Parmi les autres survivants, la diversité des réponses théologiques suivait une géographie prévisible de l'effondrement. Certains ont migré vers des formes de dévotion plus anciennes que l'ecclésiarchie, des structures cultuelles pré-impériales, des invocations dans des langues que personne à bord n'aurait dû connaître, et que pourtant, plusieurs récitaient avec la fluidité d'une mémoire native. Le warp déposait ces langues dans leur bouche comme un archiviste replace des documents dans des dossiers appropriés.
D'autres ont abandonné tout cadre théologique pour adopter une posture que je qualifierais de dévotion empirique. Ils observaient le warp avec une attention totale, cataloguaient ses manifestations, lui attribuaient des propriétés dérivées de l'observation plutôt que de la doctrine. Ces individus ont survécu en moyenne plus longtemps que les dévots traditionnels. Ils ont également produit les témoignages les plus difficiles à lire, parce que leurs conclusions étaient précises, sourcées et absolument incompatibles avec le maintien d'un équilibre psychique fonctionnel. Savoir avec exactitude ce qu'est le warp est une forme de destruction plus lente, mais plus complète que l'ignorance dévote. Aldrich a fermé son livre au 241e jour. Pas dramatiquement, avec la délicatesse d'un homme qui range un outil dont il a compris qu'il appartenait à un autre métier que celui qu'il exerce désormais. Il l'a posé sur l'autel de caisses empilées. Il a regardé l'aquila tracé à la craie, qui avait commencé à se modifier légèrement de manière autonome, les angles de l'aigle bicéphale s'arrondissant progressivement vers quelque chose de moins héraldique et de plus organique. Il m'a regardé. Il a dit « Vous avez compris depuis le début ». Je n'ai pas répondu, parce que sa phrase présupposait une compréhension que je n'avais pas. J'avais seulement une méthode, et la méthode n'est pas la compréhension. Mais je n'ai pas non plus rectifié son erreur. Dans le warp, laisser quelqu'un croire qu'il n'est pas seul dans son naufrage est la seule forme de charité que l'environnement autorise encore. Ce que les dieux de ce lieu font de ces foi récoltées, comment ils les absorbent, les recyclent, les transforment en carburant pour des desseins que la langue impériale n'a pas de terme pour désigner. C'est ce que la prochaine partie commence à cartographier. Et pourquoi l'indifférence des dieux du chaos est plus terrifiante que leur haine ne pourrait jamais l'être. Ils ne vous haïssent pas. Voilà ce que les théologiens de l'Inquisition n'écrivent jamais dans leurs traités, parce que la haine est une relation, et la relation implique une réciprocité, et la réciprocité confère une dignité à l'objet haï. Être haï par Khorne signifierait que Khorne vous a remarqué, évalué, jugé digne d'une émotion directionnelle. La réalité est architecturalement plus humiliante. Les dieux du chaos ne vous haïssent pas davantage qu'un astre ne hait les corps qu'ils calcinent par simple rayonnement. Vous êtes dans leur voisinage. Vous brûlez. La causalité s'arrête là. J'ai compris cela au 360e jour, lors de ce que je désigne dans mes registres sous l'entrée, première observation directe d'une manifestation de puissance warp de niveau terre-terre. Cette désignation administrative est une forme de protection. Nommer précisément ce que j'ai vu ce jour-là produirait dans ce témoignage une résonance que je refuse d'introduire. Ce que je peux dire, quelque chose de vaste s'est déplacé à travers la section médiane du vaisseau. Pas à travers les couloirs, à travers les cloisons étant pour cette entité une distinction catégorielle sans pertinence physique. Son passage a laissé des traces mesurables, une modification permanente de la géométrie locale, 3 membres d'équipage transformés selon des logiques que la biologie impériale n'a pas de taxonomie pour accueillir, et une absence totale de toute intention perceptible dirigée vers quiconque à bord. Nous étions là. L'entité est passée. Ce sont 2 événements sans relation causale signifiante. La théologie du chaos, telle que les inquisiteurs de l'Ordo Malleus la compilent dans leurs archives scellées, commet une erreur fondamentale d'anthropomorphisation. Elle attribue aux dieux ruineux des motivations compréhensibles par des cerveaux humains. Khorne veut le sang, Tzeentch veut le changement, Nurgle veut la décomposition proliférante, Slaanesh veut l'excès sensoriel. Ces résumés sont techniquement exacts et fonctionnellement trompeurs, comme décrire un océan en disant qu'il veut noyer les naufragés. L'océan n'a pas de désir, il a des propriétés. Les naufragés interagissent avec ces propriétés selon leur capacité à nager. Khorne ne veut pas votre mort. Khorne est une certaine densité de violence cosmique accumulée sur des centaines de millénaires de guerre à travers des milliers de mondes. Et cette densité a développé une cohérence qui ressemble à une volonté depuis l'extérieur, depuis la perspective limitée d'une conscience mortelle, cherchant de la lisibilité dans ce qui n'en a pas. Tzeentch fut le premier dont j'ai perçu quelque chose de ressemblant à une attention. Non dirigée vers moi spécifiquement. Je me refuse cette flatteuse interprétation. Mais pendant ce que le temps du warp rendait équivalent à plusieurs années consécutives,
J'ai observé des configurations récurrentes dans les manifestations environnantes qui suggéraient une cohérence sous-jacente, une logique organisatrice opérant à une échelle suffisamment vaste pour que ces structures locales ressemblent au hasard. Des portes s'ouvraient sur des espaces qui n'existaient pas lors de leur construction. Des membres d'équipage recevaient des informations précises sur des événements futurs par des canaux qui n'auraient pas dû transporter ce type de contenu, des rêves, des reflets, des erreurs d'impression dans leur registre personnel. Ces informations étaient exactes. Leur exactitude était le piège, parce qu'agir sur une information exacte fournie par Tsench vous place précisément à l'endroit où Tsench souhaite que vous soyez au moment où il souhaite que vous y soyez, pour des raisons dont vous ne connaîtrez jamais l'architecture complète. J'ai reçu 3 de ces informations. Je n'en ai agi sur aucune. Non par discipline, par paresse, initialement, puis par une compréhension progressive que l'inaction est la seule réponse qui perturbe une logique entièrement construite autour de l'anticipation des réactions. Tsench planifie vos mouvements. Il ne planifie pas votre immobilité. Nurgle s'est manifesté différemment, non comme une présence distincte et localisable, mais comme une qualité ambiante qui s'est installée progressivement dans les structures matérielles et organiques du vaisseau. Les métaux ont commencé à fleurir. C'est le seul verbe adéquat. Des excroissances organiques, d'une symétrie troublante, poussaient sur les surfaces alliées avec la lenteur patiente d'une végétation trouvant son sol. Elles n'étaient pas hostiles, elles étaient prospères, ce qui est distinct, ce qui est en certains égards plus déstabilisant. La prospérité de Nurgle est indifférente à votre confort, mais fondamentalement opposée à votre extinction, parce que l'extinction interrompt la décomposition, et la décomposition est son sacrement central. Les membres d'équipage infectés par ces spores warp ne mouraient pas. Ils changèrent de registre ontologique. Leur souffrance physique était documentable et considérable. Leur résignation émotionnelle était, dans plusieurs cas observés, plus proche de la paix que tout ce que les survivants non infectés avaient connu depuis notre entrée dans le warp. Cette équation était la partie la plus difficile à consigner sans biais. La paix de Nurgle est réelle. Son coût est votre humanité, payée en tranches suffisamment progressives pour que chaque transaction individuelle semble acceptable. Slaanesh ne s'est pas manifesté comme une entité. Il s'est manifesté comme une augmentation, une amplification progressive de chaque sensation disponible, pas seulement les agréables, l'ensemble du spectre, douleur et plaisir, traités avec une égale intensification, la distinction entre les deux catégories s'estompant à mesure que l'amplitude augmentait. Les membres d'équipage qui ont cédé à cette augmentation n'ont pas semblé souffrir davantage que les autres, initialement. Ils ont simplement cessé de vouloir revenir à une existence où les sensations avaient une échelle raisonnable. L'addiction à Slaanesh n'est pas une faiblesse morale. C'est une réponse neurologique parfaitement rationnelle à une offre que l'espace réel est constitutionnellement incapable de concurrencer. C'est pour cela que l'ecclésiarchie la condamne avec une véhémence particulière, parce que la condamnation morale est la seule arme disponible contre quelque chose qui n'est pas une erreur de jugement, mais une préférence cohérente. Ce que j'ai appris des 4 dieux pendant 10 000 ans de cohabitation involontaire dans leur domaine se réduit à une formulation que les théologiens impériaux trouveraient hérétique et que les servants du chaos trouveraient insuffisamment révérentielle. Les dieux ruineux sont des propriétés émergentes de la psychosphère collective de toutes les espèces sensibles ayant jamais existé dans cette galaxie. Ils sont ce que produit une quantité suffisante de conscience souffrante, concentrée dans un espace non euclidien, sur une durée suffisante. Ils ne nous ont pas créés pour nous consommer. Nous les avons créés, et cette paternité involontaire est la responsabilité que l'Imperium ne peut pas admettre sans s'effondrer doctrinalement. Ce que la grande coupure a changé à cet équilibre, pourquoi l'ouverture de la blessure de cicatrix a modifié jusqu'à la texture même du warp que j'habitais depuis des millénaires, c'est ce que la prochaine partie documente. Vue de l'intérieur, la Grande Rift ne ressemble pas à ce que les rapports impériaux décrivent. Elle ressemble à quelque chose qui respirait enfin après une très longue apnée. Le warp a exhalé. Pas métaphoriquement, physiquement. Si ce mot conserve une signification dans un domaine où la physique est une convention locale plutôt qu'une loi universelle. J'ai senti la pression changer. Après 10 000 ans de cohabitation avec les rythmes de cet endroit,
J'avais développé une sensibilité à ces variations que les instruments de navigation impériaux n'auraient pas pu mesurer, parce que ces instruments cherchent des données quantifiables, là où le warp communique en nuances d'intensité et en variations de densité émotionnelle. Quand la cicatrix maledictum s'est ouverte, j'ai su avant que les conséquences se manifestent. Comme on sait qu'un os va se briser une fraction de seconde avant le bruit. Pour comprendre ce qu'a représenté la grande rift vue de l'intérieur, il faut d'abord comprendre ce qu'était le warp avant elle. Le warp pré-rift possédait une architecture chaotique, non euclidienne, hostile à toute cartographie stable, mais une architecture néanmoins. Des territoires de puissance relatifs, des zones d'influence délimitées par des équilibres de force entre les dieux ruineux, des corridors de navigation récurrents que les navigateurs avaient appris à identifier et à exploiter avec une prudence de funambule. Cette architecture n'était pas un ordre. C'était une accumulation de compromis entre des forces antagonistes suffisamment équilibrées pour produire une instabilité prévisible. La prévisibilité est une ressource. Dans le warp, c'est la ressource la plus précieuse qui existe, plus rare que toute substance que les rogue traders auraient pu cartographier dans les régions inexplorées du cosmos. J'avais appris à la trouver, à l'utiliser, à construire autour d'elle des structures de survie cognitive suffisamment robustes pour durer des décennies entre deux effondrements. La cicatrix maledictum a aboli la prévisibilité en moins de temps qu'il n'en faut à une conscience mortelle pour formuler une réponse. Ce que j'ai perçu en premier n'était pas une déchirure, c'était une clarification. Comme si le warp avait pendant 10 000 ans retenu quelque chose, une pression accumulée derrière une membrane dont je n'avais jamais perçu l'existence précisément parce qu'elle avait toujours été là, constituant le fond imperceptible de toute expérience. Quand cette membrane a cédé, ce n'était pas une explosion, c'était une révélation rétrospective. La membrane avait existé, la membrane avait tenu, la membrane ne tiendrait plus jamais. Les entités qui m'entouraient depuis des millénaires ont réagi avec ce que je ne peux décrire que comme du soulagement. Non pas la joie est une émotion qui suppose un contraste avec un état précédent moins satisfaisant. Ce que j'ai perçu était plus fondamental, une reconnaissance, un alignement, quelque chose qui ressemblait à ce que des théologiens impériaux auraient appelé l'accomplissement d'une prophétie, si leur prophétie avait jamais anticipé quelque chose d'aussi vaste. La cicatrix maledictum, telle que les chroniqueurs impériaux la décrivent dans les rapports qui ont filtré à travers les canaux que j'observe depuis le warp, est une déchirure traversant la galaxie d'un bout à l'autre, séparant l'imperium sanctus de l'imperium nihilus, plongeant la moitié de l'humanité dans une obscurité où l'astronomicon ne pénètre pas. Cette description est exacte et entièrement insuffisante. Vue de l'intérieur, la cicatrix n'est pas une déchirure dans l'espace réel. C'est une suture dans le warp, l'endroit où deux territoires, qui avaient été artificiellement maintenus séparés par des millénaires d'équilibre instable, ont finalement fusionné selon leur nature propre. Ce que les mortels appellent une blessure, le warp appelle une guérison. Cette inversion terminologique n'est pas une figure rhétorique. Elle décrit une incompatibilité fondamentale de perspective entre les habitants de l'espace réel et les dynamiques du warp, qui rend toute communication entre les deux domaines structurellement trompeuse. J'ai traversé la cicatrix dans les premières heures de son ouverture. Pas délibérément. Dans le warp, les déplacements délibérés sont une illusion que les navigateurs entretiennent pour maintenir leur santé mentale. Je me suis retrouvé dans ce que je pourrais décrire comme le couloir central de la déchirure, l'axe autour duquel la nouvelle géographie du warp s'organisait en temps réel. C'était comme se tenir dans l'œil d'un phénomène météorologique d'une échelle planétaire, non pas calme, mais différemment agité selon une logique plus grande que celle des turbulences périphériques. Ce que j'y ai vu dépasse en partie ma capacité à le formuler, sans perdre la précision que ce témoignage s'impose comme contrainte fondamentale. Je dirais ceci: des entités que j'avais observées pendant des millénaires comme des présences séparées, distinctes, évoluant selon leur trajectoire propre, se reconfiguraient. Pas fusionnant, se reconfiguraient, trouvant dans la nouvelle architecture du warp des positions qu'elles avaient apparemment attendu d'occuper depuis suffisamment longtemps pour que leur installation ressemble à un retour plutôt qu'à une conquête. Des légions entières de démons
que j'avais vu errer dans ce que le Warp appelle ces régions périphériques depuis des siècles prenaient des directions cohérentes. La cohérence dans le Warp est un signe d'alarme absolu. Le chaos errant est gérable, dans la mesure où quoi que ce soit est gérable ici. Le chaos organisé est une autre catégorie d'existence. L'Astronomicon a changé de texture à ce moment. Je le percevais depuis des millénaires comme une pression lumineuse constante à la frontière de ma conscience, non pas visible, non pas audible, mais présent comme l'est la gravité, comme une orientation fondamentale autour de laquelle la navigation de l'espace réel s'organise. Après l'ouverture de la cicatrix, cette pression est devenue intermittente dans certaines zones du Warp que j'habitais. Les zones d'intermittence correspondaient exactement, je l'ai compris progressivement, à ce que l'espace réel désignait comme l'imperium nihilus. Là où l'Astronomicon ne pénétrait plus, le Warp se comportait différemment, non pas plus violent, mais plus souverain, comme un territoire libéré d'une contrainte extérieure dont il n'avait jamais accepté la légitimité. Les âmes humaines qui entrèrent dans le Warp depuis ces régions n'avaient plus le même goût. Quelque chose dans leur signature psychique portait une marque d'abandon que les entités du Warp reconnaissaient et traitaient différemment. Pas avec plus de cruauté, avec moins de distraction. L'abandon est une vulnérabilité que le Warp exploite avec l'efficacité d'un système automatisé. Ce que la Grande Rift a changé pour moi personnellement, pour la conscience errante que 10 000 ans dans le Warp avait transformé en quelque chose que les taxonomies impériales seraient incapables de classifier, était plus subtil que les bouleversements cosmiques que j'observais. Pour la première fois depuis notre entrée dans le Warp, j'ai éprouvé quelque chose que j'ai mis plusieurs décennies à identifier correctement, parce que je l'avais oublié comme expérience directe, la solitude. Non pas l'isolement. L'isolement, je le connaissais, c'était mon état de base depuis des millénaires. La solitude est différente. La solitude suppose qu'il existait auparavant une connexion dont l'absence est maintenant perceptible. La cicatrix avait coupé quelque chose entre moi et l'espace réel que je n'avais pas su que je maintenais encore. Un fil résiduel, ténu, probablement illusoire, mais le fil d'une illusion que vous habitiez depuis 10 000 ans possède une réalité fonctionnelle que sa nature illusoire ne suffit pas à dissoudre. Ce que les naufragés de la ruée d'âme ont vécu en traversant la cicatrix depuis l'espace réel, comment leurs consciences ont réagi au passage à travers une déchirure cosmique sans champ, guélaire fonctionnel, c'est ce que la prochaine partie documente. Et pourquoi certains d'entre eux, une fois entrés, ont choisi de ne pas chercher la sortie. Ils arrivaient par vagues. Pas selon la logique militaire que ce terme évoque dans les manuels de l'Astra Militarum. Des vagues au sens hydrologique, au sens d'une accumulation de pression qui trouve soudainement une faille et s'y engouffre sans cohérence directionnelle. Après l'ouverture de la cicatrix, le Warp a reçu un afflux de conscience mortelle, d'une densité que je n'avais pas observée depuis les échos résiduels de l'hérésie d'Horus, que le Warp conserve comme des cicatrices actives dans sa géographie émotionnelle. Ces consciences arrivaient déchirées, fragmentées, portant les marques d'un passage à travers la déchirure sans protection suffisante. Certaines étaient encore attachées à des corps. La plupart ne l'étaient plus. La ruée d'âme, Soulstorm dans la terminologie que j'avais apprise d'un navigateur mourant dont je tairais le nom de maison par une prudence que 10 000 ans ont rendue instinctive, n'était pas un événement unique. C'était une condition prolongée, une modification durable des conditions de transit entre l'espace réel et le Warp dans les régions proches de la cicatrix. Les âmes qui traversaient sans champ guélaire fonctionnel n'entraient pas dans le Warp comme on entre dans un espace. Elles y étaient disséminées, leurs composantes psychiques dispersées selon des gradients d'affinité émotionnelle que le Warp utilise comme principe d'organisation fondamentale. Les fragments de terreur allaient vers les territoires de Khorne, les fragments de désir vers les domaines de Slaanesh, les fragments de résignation, et il y en avait beaucoup, une quantité que j'aurais trouvée statistiquement improbable si je n'avais pas compris que la cicatrix avait précisément détruit tout ce qui permettait aux mortels de maintenir autre chose que la résignation, vers les jardins de Nurgle. Les fragments qui ne correspondaient à aucune affinité dominante flottaient. C'est parmi ces fragments que j'ai trouvé les interlocuteurs les plus lucides. Le premier nom que j'ai appris parmi les naufragés de la ruée d'âme était Séraphine Voss, commissaire de l'Astra Militarum,
3e régiment Katachan reconstitué, morte lors du transit d'urgence d'un vaisseau de troupes sans champ Geller, actif à travers une région de haute densité Warp, dans les semaines suivant l'ouverture de la cicatrix. Elle n'était pas entière quand je l'ai rencontrée. Peut-être un tiers de sa conscience originelle, le tiers qui contenait sa mémoire procédurale et sa capacité d'analyse, les parties qu'une commissaire exerce suffisamment pour qu'elles deviennent structurellement résistantes à la dissolution. Elle parlait avec la précision d'un rapport militaire et les lacunes d'une amnésie sélective, incapable de se souvenir de visages, mais parfaitement capable de décrire des tactiques, des formations, des chaînes de commandement. Elle m'a demandé si j'étais un démon. J'ai dit non. Elle a accepté cette réponse avec le scepticisme professionnel d'une officière habituée à évaluer la fiabilité des sources. Elle a ensuite demandé où se trouvait la sortie. La question de la sortie est celle que posent presque tous les naufragés dans leurs premières heures de conscience dans le Warp. Elle présuppose une architecture que le Warp ne possède pas, des entrées distinctes des sorties, des directions orientées, un dedans séparable d'un dehors par un geste délibéré. Ces présuppositions sont des artefacts de l'espace réel, des habitudes cognitives aussi profondes que la respiration, aussi difficiles à abandonner. J'ai expliqué à Séraphine Voss ce que 10 000 ans m'avaient appris sur la question de la sortie. Non pas pour la décourager, le découragement est un luxe que le Warp transforme rapidement en carburant pour ces entités, mais parce que la vérité est, dans certaines circonstances précises, une ressource de survie supérieure à l'espoir. La sortie existe, elle est réelle. Des consciences ont quitté le Warp après y être entrées de manière non contrôlée. Les archives impériales en portent témoignage dans des documents suffisamment scellés pour que leur existence soit plus instructive que leur contenu. Mais la sortie n'est pas une direction, c'est un état, un alignement temporaire entre la signature psychique d'une conscience et une fréquence de l'espace réel suffisamment proche pour permettre un transfert. Produire cet alignement délibérément requiert soit des capacités psycheurs d'un niveau que la plupart des mortels n'atteignent pas, soit une patience d'une durée que la plupart des psychologies mortelles ne peuvent pas maintenir sans se dissoudre en cours de route. Séraphine Voss avait la patience. Elle n'avait pas les capacités psycheurs. Nous avons négocié. Parmi les centaines de fragments de conscience que j'ai rencontrés pendant la période de la ruée d'âme, les réponses à leur situation se répartissaient selon une taxonomie que j'ai établie non pour la classifier, mais pour l'anticiper. L'anticipation étant dans le Warp une compétence de survie plus utile que la force. Certains cherchèrent la sortie avec une obstination qui les rendait vulnérables. Leur désir de retour était une émission psychique constante que les entités du Warp détectaient et suivaient comme des prédateurs suivent une traîne olfactive. Ces consciences duraient rarement suffisamment longtemps pour que je développe une connaissance approfondie de leur histoire. D'autres acceptaient leur situation avec une vitesse que j'aurais qualifiée de capitulation si j'avais encore utilisé les catégories morales de l'espace réel. Ils cessaient de chercher, cessaient de résister, se laissaient disséminer selon les gradients d'affinité émotionnelle du Warp avec la passivité d'un corps abandonné dans un courant. Ces consciences survivaient plus longtemps en tant qu'entité cohérente, mais ce qu'elles devenaient en survivant n'était plus reconnaissable comme humain après un certain délai. Le troisième groupe était le plus rare et, de loin, le plus intéressant. Ceux qui choisissaient de rester. Non par résignation, non par incapacité à concevoir une alternative, mais par une décision consciente, documentée dans plusieurs cas par des processus délibératifs que j'ai observés sur des périodes suffisamment longues pour exclure l'impulsivité ou la confusion comme facteur déterminant. Des consciences qui avaient évalué les deux options disponibles, chercher la sortie ou rester, et avaient choisi de rester avec la même clarté qu'un stratège choisit un terrain défensif. Leurs raisons variaient. Certains avaient laissé dans l'espace réel des situations suffisamment irréparables pour que le Warp représente une amélioration nette de leurs conditions d'existence. D'autres avaient développé, pendant le transit qui les avait amenés ici, une compréhension de la nature du Warp suffisamment approfondie pour reconnaître en lui des possibilités que l'espace réel leur avait refusées. Un ancien magos du Mechanicus, je lui avais restitué suffisamment de cohérence pour qu'une conversation soit possible, m'a expliqué avec la précision d'un rapport technique que le Warp contenait des données inaccessibles depuis l'espace réel,
des structures informationnelles d'une complexité que les cogitateurs les plus avancés de l'Imperium ne pourraient pas traiter en 10 000 ans de calcul continu. Il avait décidé de rester pour les lire. Je ne lui ai pas dit qu'il ne les lirait pas, que ce qu'il interpréterait comme des données était le Warp l'interprétant lui-même. Certaines vérités ne sont utiles qu'à celui qui peut encore en modifier le cours. Pour lui, ce délai était dépassé. Séraphine Voss a trouvé sa sortie après ce que le temps du Warp rendait équivalent à plusieurs années. L'alignement s'est produit lors d'une convergence que je ne reproduirai pas ici, non par rétention d'informations, mais parce que les alignements sont individuels, non reproductibles, aussi spécifiques à une conscience particulière que les empreintes digitales à un corps particulier. Elle est partie sans se retourner. C'est la seule chose appropriée à faire quand on quitte le Warp. Se retourner est une invitation. Ce que les navigateurs qui ont survécu à la traversée de la Cicatrix ont enregistré dans leurs journaux de bord, ce qu'ils ont appris et refusent de transmettre à leur maison, c'est ce que la prochaine partie documente. Et pourquoi le silence des navigateurs est plus éloquent que tout rapport officiel produit par l'administratum depuis l'ouverture de la Grande Rift. Les navigateurs mentent avec leurs yeux fermés, pas par malveillance, par architecture. La mutation Navi, ce troisième œil que les dynasties de la maison navigatrice portent depuis suffisamment de générations pour que son origine soit devenue matière à mythologie plutôt qu'à biologie, ne perçoit pas le Warp comme les instruments de navigation le mesurent. Elle le ressent, dans le sens où un organe sensoriel ressent, sans médiation cognitive, sans filtrage doctrinal, sans la distance protectrice que le langage interpose entre l'expérience brute et sa formulation transmissible. Ce que le troisième œil voit ne peut pas être dit. Ce que les navigateurs rapportent à leur maison est une reconstruction approximative, produite par des cerveaux qui ont survécu à quelque chose que les cerveaux ne sont pas conçus pour traverser. Cette reconstruction est honnête. Elle est également fondamentalement inexacte. J'ai rencontré des navigateurs mourants dans le Warp depuis suffisamment longtemps pour établir une cartographie de leurs dernières perceptions. Non pas de leurs derniers mots. Les derniers mots sont une performance, une concession aux conventions narratives de l'espace réel que même les mourants maintiennent par habitude. Ce qui m'intéressait était ce qui précédait les derniers mots. Le moment où la conscience, libérée de l'obligation de communiquer, percevait enfin sans chercher à traduire. Le premier navigateur mort dont j'ai préservé le témoignage s'appelait « Sa maison importe moins que sa lucidité finale », Ptolus. Fils cadet d'une lignée mineure, naviguant sur un vaisseau de commerce dont le nom n'apparaît dans aucun registre impérial que j'ai jamais consulté. Son champ Geller avait cédé non pas brutalement, mais progressivement, comme une membrane s'amincissant par frottement continu, sur une période suffisamment longue pour que son équipage développe une exposition cumulative aux effluves du Warp avant même la défaillance totale. Ptolus, lui, avait navigué avec son troisième œil ouvert pendant cette période. Quand le champ a finalement cédé, il était déjà partiellement acclimaté à ce que le Warp lui montrait directement, plutôt qu'à travers la médiation protectrice du champ. Sa conscience a survécu à la transition plus longtemps qu'aucun autre membre de son équipage, pas parce que le troisième œil conférait une immunité, mais parce qu'il avait déjà négocié une partie du terrain psychique que les autres traversaient pour la première fois. Ce que Ptolus m'a transmis, dans les heures précédant sa dissolution complète, concernait principalement l'Astronomicon. Les navigateurs décrivent l'Astronomicon comme un phare, une métaphore si universellement adoptée qu'elle a acquis le statut de fait plutôt que de figure rhétorique. Cette métaphore est utile pour la navigation. Elle est destructrice pour la compréhension. Un phare émet depuis un point fixe vers un espace environnant. L'Astronomicon ne fonctionne pas selon cette logique. Ce que le troisième œil perçoit, Ptolus l'a décrit avec une précision que sa dissolution progressive rendait paradoxalement plus nette, comme si la mort lui restituait une clarté que la survie avait nécessité de voiler, et plus proche d'une respiration que d'une émission. L'Astronomicon inspire et expire. Ces phases d'inspiration sont celles où les navigateurs perdent le signal. Ces phases d'expiration sont celles où la navigation est possible. Ce que l'Astronomicon inspire, Ptolus ne pouvait pas le nommer. Il pouvait seulement indiquer la direction depuis laquelle l'inspiration se produisait. Cette direction correspondait
dans la géographie du Warp que j'avais cartographiée sur 10 000 ans, à l'endroit précis que les entités du Warp évitaient systématiquement, sans que j'aie jamais compris pourquoi. La présence sur le trône d'or est une absence active. Ce qui y brûle n'éclaire pas, il aspire. La lumière que les navigateurs suivent est la lumière produite par l'aspiration, non par l'émission. Cette distinction a des implications théologiques que l'ecclésiarchie ne peut pas absorber sans restructuration doctrinale totale, ce qui explique suffisamment pourquoi les navigateurs qui parviennent à cette compréhension ne la transmettent pas à leur maison. Après Ptolus, j'ai rencontré 17 autres navigateurs au cours des millénaires suivants. Chacun apportait une perspective partielle sur le même ensemble de questions fondamentales. Leurs témoignages se recoupaient suffisamment pour que j'établisse des constantes, divergeaient suffisamment pour que ces constantes gardent leur zone d'incertitude. La constante la plus robuste concernait le changement de texture de l'Astronomicon après la cicatrix. Chaque navigateur mort que j'ai rencontré après l'ouverture de la Grande Rift portait dans ses dernières perceptions une modification du signal qu'il décrivait différemment, mais qui convergeait vers la même réalité sous-jacente. L'Astronomicon aspirait différemment depuis la cicatrix, avec plus d'intensité dans les régions de l'Imperium Sanctus, avec une intermittence croissante à la frontière de l'Imperium Nihilus, comme si ce qui brûlait sur le trône d'or avait pris conscience de l'étendue de ce qu'il devait couvrir et avait fait des choix. Des choix. Ce mot dans ce contexte devrait terrifier davantage qu'il ne le fait dans les rapports impériaux qui en approchent l'implication, sans jamais la formuler directement. Le 18e navigateur que j'ai rencontré dans le Warp n'était pas mort. Il était perdu. La distinction est considérable. Un navigateur mort dans le Warp a traversé la dissolution, son troisième œil fermé définitivement, sa conscience dispersée selon les gradients habituels. Un navigateur perdu dans le Warp est une anomalie, une conscience intacte, un troisième œil encore fonctionnel, naviguant dans un espace sans destination assignée, parce que le vaisseau qu'il guidait n'existe plus, mais que lui persiste. Elle s'appelait Isolde Primus, de la maison Primus, une désignation que sa lignée avait adoptée avec l'humilité inversée des dynasties suffisamment anciennes pour n'avoir plus besoin de noms élaborés. Son vaisseau avait été démembré par une entité dont la taxonomie dépassait mes catégories existantes lors du transit à travers une région de haute turbulence warp dans les années suivant la cicatrix. Elle avait survécu parce que le troisième œil, au moment de la destruction, avait instinctivement effectué ce que les navigateurs appellent entre eux, dans leur argot dynastique, une plongée interne, une rétraction totale de la conscience vers les couches les plus profondes de la perception psycheur, abandonnant temporairement la réalité externe pour préserver la continuité interne. Quand elle avait rouvert son troisième œil, le vaisseau avait disparu. Elle était seule dans le Warp, avec un organe sensoriel conçu pour guider des vaisseaux et aucun vaisseau à guider. Notre conversation a duré ce que le Warp rendait équivalent à plusieurs mois. Isolde Primus était la première conscience mortelle intacte que je rencontrais depuis la dissolution de Séraphine Voss, et cette intégrité rendait l'échange d'une qualité que je n'avais pas éprouvée depuis suffisamment longtemps pour que sa présence me déstabilise légèrement. Elle m'a appris ce que les navigateurs se transmettent oralement entre générations, sans jamais le coucher par écrit, une précaution que j'aurais trouvée excessive avant de comprendre que certaines informations sont effectivement plus dangereuses sous forme fixe que sous forme fluide. La navigation dans le Warp repose sur un accord tacite. Pas entre le navigateur et l'Astronomicon, cette relation est documentée, enseignée, codifiée. Entre le navigateur et les entités du Warp qu'il traverse. Un accord non formulé, non négocié, maintenu par une réciprocité dont personne ne connaît l'origine. Les entités du Warp tolèrent le passage des vaisseaux en échange de quelque chose que les navigateurs fournissent sans le savoir, quelque chose que le troisième œil émet pendant la navigation, comme un organe biologique émet de la chaleur pendant l'effort. Isolde Primus ne savait pas ce que le troisième œil émettait. Elle savait seulement que depuis qu'elle n'avait plus de vaisseau à guider, les entités du Warp la regardèrent différemment, avec une attention qu'elle décrivait comme de la curiosité, et cette description dans ce contexte était plus inquiétante que n'importe quelle hostilité déclarée. Ce que les armées sans commandant font dans le Warp
comment des légions entières de démons errent depuis des millénaires dans des formations de combat sans ennemis désignés, c'est ce que la prochaine partie documente. Et pourquoi ces armées sont plus dangereuses que celles qui ont reçu des ordres. Les armées sans ordre marchent en cercle parfait. Pas métaphoriquement, géométriquement. Les formations démoniques que j'ai observées pendant des siècles dans les régions périphériques du Warp décrivent des trajectoires d'une précision euclidienne absolue, cercles et spirales, dont les paramètres restent constants sur des décennies entières, sans qu'aucune volonté consciente les maintienne. Cette régularité est la chose la plus effrayante que le Warp m'ait montrée, et je dis cela après 10 000 ans d'exposition à ses inventions les plus élaborées. Le chaos organisé par une volonté peut être anticipé, négocié, contourné. Le chaos qui s'organise seul ne répond à aucune logique que la négociation pourrait atteindre. Les légions sans commandant dans le Warp sont un phénomène que les démonologues impériaux n'ont pas de catégorie pour accueillir, précisément parce que leur existence contredit une présupposition fondamentale de la théologie du chaos, que les démons servent des desseins, même incompréhensibles, même contradictoires entre eux. Des démons sans dessein assigné perturbent l'architecture doctrinale aussi profondément que des soldats impériaux continuant de se battre après la mort de leur impérium. J'en ai rencontré les premières formations environ 3 siècles après notre entrée dans le Warp, dans des régions que je désigne dans mes registres comme zones de résidualité, des territoires où des conflits anciens avaient laissé des empreintes émotionnelles suffisamment denses pour que les entités générées par ces conflits persistent longtemps après la dissolution de leurs causes originelles. Ces légions avaient été convoquées pour des guerres terminées depuis des millénaires. Leurs invocateurs étaient morts, leurs objectifs accomplis ou abandonnés, les mortels qui leur avaient fourni le carburant émotionnel nécessaire à leur cohérence dispersée depuis suffisamment longtemps pour que même le Warp ait digéré leurs résidus. Les légions continuaient, réduites, fragmentées, mais structurellement intactes dans leurs hiérarchies internes. Des héros commandant des guerriers, commandant des hordes, selon des protocoles de subordination que personne n'avait jamais abrogés parce que personne n'avait survécu suffisamment longtemps pour le faire. Ce que j'ai appris en les observant pendant des siècles concerne moins leur nature que leur mécanique d'activation. Les armées sans ordre ne sont pas dormantes. Elles sont en attente, une distinction que mes 10 000 ans de présence dans le Warp me permettent d'établir avec une certitude que je n'aurais pas eue autrement. La dormance est passive. L'attente est une orientation active vers quelque chose d'encore absent. Ces légions attendent un signal émotionnel d'une fréquence spécifique, la fréquence exacte qui les avait convoquées originellement. Quand cette fréquence se reproduit quelque part dans le Warp ou à sa frontière avec l'espace réel, les armées sans commandant cessent leur rotation géométrique et se dirigent, pas vers la source du signal, vers l'endroit où ce signal mènera, calculé selon une logique prédictive que des entités sans cerveau ne devraient pas posséder, mais possèdent néanmoins. Elles arrivent avant les événements qui les justifient, toujours. Après l'ouverture de la cicatrix, le nombre de ces formations a augmenté d'une façon que je n'aurais pas cru possible si je n'en avais pas été témoin direct. Des légions que je n'avais pas vues depuis des siècles sont réapparues, réactivées par des fréquences émotionnelles que la Grande Rift avait amplifiées à travers l'ensemble du Warp. La peur collective de milliards d'humains apprenant simultanément que leur galaxie venait d'être divisée produisait exactement le type de résonance émotionnelle que ces armées attendaient depuis leur convocation originelle. Elles se sont mises en mouvement, toutes, simultanément. Ce que l'Astronomican a fait, ou cessé de faire, dans les heures qui ont suivi ce mouvement collectif, c'est ce que la prochaine partie documente. L'Astronomican s'est tue pendant 47 secondes. Pas progressivement, instantanément, avec la brutalité d'une amputation pratiquée sans préparation sur un organe dont vous ignoriez dépendre jusqu'au moment précis de sa disparition. Dans le Warp, 47 secondes de silence Astronomican représentent une durée sans équivalent dans les systèmes de mesure de l'espace réel. Le Warp dilate les absences comme il dilate tout le reste. Et l'absence d'un signal aussi fondamental que celui du trône d'or se répercute à travers les couches du domaine psychique, avec une amplitude qui transforme chaque instant de silence en une éternité fonctionnelle. J'ai compté. Comme toujours, j'ai compté.
Les navigateurs qui traversèrent le warp pendant ces 47 secondes ont perdu leur orientation de manière absolue, non pas la désorientation progressive que les anomalies chronométriques produisent habituellement, mais une cécité totale, instantanée, comparable à l'extinction simultanée de tous les astres visibles depuis une planète sans atmosphère. Leurs journaux de bord, ceux que j'ai pu consulter à travers les fragments de conscience qui m'en ont transmis le contenu, décrivent unanimement la même sensation initiale. Non pas la peur, mais la surprise. Ils n'avaient jamais considéré le silence de l'Astronomicon comme une possibilité réelle. Aucune doctrine, aucun protocole d'urgence, aucune formation dynastique n'avait préparé leur psychologie à l'éventualité que le signal puisse simplement cesser. La surprise a duré environ 10 secondes. Ce qui a suivi était moins documentable. Dans le warp, le silence de l'Astronomicon a produit un effet que j'aurais pu anticiper si j'avais été moins occupé à le mesurer. Les entités environnantes se sont immobilisées. Toutes, simultanément. Les légions sans commandant ont interrompu leur rotation géométrique. Les démons errants ont cessé leurs trajectoires habituelles. Même les grandes entités, celles dont la présence se perçoit comme une modification de la pression ambiante plutôt que comme une forme localisable, semblaient retenir quelque chose d'analogue à une respiration. Le warp attendait de savoir si le signal reviendrait. Cette attente collective était la manifestation la plus éloquente que j'ai jamais observée de la dépendance réciproque entre le warp et l'Astronomicon. Les entités du chaos, dont toute la théologie impériale souligne l'opposition fondamentale à l'empereur et à ses œuvres, s'immobilisaient au silence de son signal, comme des prédateurs s'immobilisent au silence d'une forêt, parce que le silence signifie un changement, et le changement dans un environnement connu est toujours plus menaçant que la menace familière. Le signal est revenu aux 47e seconde. Légèrement différent, une modification dans sa texture que seuls 10 000 ans d'exposition me permettèrent de détecter, imperceptible pour quiconque n'avait pas développé la sensibilité que la durée seule confère. Quelque chose dans ce qui brûle sur le trône d'or avait changé pendant ces 47 secondes. Pas diminué, reconfiguré, comme un organisme redistribuant ses ressources après un effort extraordinaire. Les entités ont repris leur mouvement. Les légions ont recommencé leur rotation. Le warp a exhalé à nouveau. Moi, j'ai continué de compter, parce que 47 secondes de silence absolu après 10 000 ans de signal constant méritent d'être comptés, méritent d'être conservés dans un registre que quelqu'un, quelque part, pourrait un jour avoir besoin de consulter. Ce que les inquisiteurs effacent de ces registres, pourquoi certaines vérités sur le warp sont plus dangereuses pour l'Imperium que les armées qui le menacent, c'est ce que la prochaine partie documente. L'Inquisition n'efface pas les mensonges. Elle efface les vérités dont la diffusion coûterait plus cher que l'ignorance qu'elle remplacerait. Cette distinction est fondamentale et elle est intentionnelle. Les inquisiteurs les plus compétents que j'ai observés depuis le warp, à travers les fragments de conscience qui me parvenaient de l'espace réel comme des signaux dégradés d'une transmission lointaine, n'étaient pas des fanatiques aveugles. Ils étaient des comptables. Ils évaluaient le coût social de chaque vérité et le comparaient au coût de son absence, et quand l'absence était moins ruineuse, ils agissaient en conséquence avec la précision froide d'administrateurs gérant un budget d'équilibre doctrinal. La première vérité qu'ils effacent systématiquement concerne la nature de la protection du champ Geller. Les équipages des vaisseaux impériaux croient que le champ Geller les sépare du warp, qu'il constitue une barrière physique entre leur réalité et celle du domaine psychique. Cette croyance est fonctionnellement utile et structurellement inexacte. Le champ Geller ne sépare pas, il négocie. Il émet en permanence un signal psychique d'une fréquence spécifique que les entités du warp interprètent comme une revendication territoriale provisoire, une déclaration d'occupation temporaire d'un volume d'espace psychique et respectent selon des conventions dont personne dans l'Imperium n'a jamais formellement établi les termes. Ces conventions peuvent être rompues. Elles le sont régulièrement. Les rapports de défaillance de champ Geller dans les archives impériales documentent les conséquences sans jamais documenter le mécanisme. Parce que documenter le mécanisme révélerait que la protection n'est pas une technologie, mais un accord, et qu'un accord suppose deux parties, et que reconnaître la seconde partie serait théologiquement incompatible avec la doctrine officielle
concernant la nature du warp. La deuxième vérité effacée concerne les psycheurs collectés par les vaisseaux noirs. 10 000 âmes par semaine, acheminées vers Terra pour alimenter l'Astronomican ou subir la consommation. Ce chiffre est connu, enseigné, intégré dans la cosmologie impériale comme un sacrifice nécessaire dont la nécessité justifie l'échelle. Ce qui n'est pas enseigné, ce que les inquisiteurs de l'Ordo Hereticus retirent systématiquement des témoignages des astropathes qui en ont perçu l'écho dans le warp, est ce qu'il advient de ces âmes après leur consommation. Elles ne disparaissent pas. Rien ne disparaît dans le warp. J'en suis la preuve la plus durable que je connaisse. Les âmes consumées par le trône d'or deviennent une composante du signal de l'Astronomican. Elles ne le produisent pas, elles le constituent. La lumière que les navigateurs suivent à travers le warp est faite de personnes. Des personnes spécifiques, individuelles, dont la conscience a été intégrée dans une structure émotionnelle collective que l'entité du trône d'or utilise comme médium de transmission. Quand l'Astronomican s'est tu pendant 47 secondes, quelque chose dans cette structure avait temporairement perdu sa cohérence. Ce n'était pas une défaillance technique, c'était un deuil collectif d'une amplitude suffisante pour interrompre le signal. La troisième vérité est la plus soigneusement préservée dans le silence, parce qu'elle concerne l'Inquisition elle-même. Les inquisiteurs qui opèrent suffisamment longtemps dans les régions proches de la frontière avec le warp, ceux qui interrogent des possédés, qui manipulent des artefacts démoniques, qui pénètrent dans des zones de haute densité psychique avec leurs instruments de mesure et leurs protocoles d'exorcisme, accumulent une exposition cumulative dont les effets sont documentés dans des archives que seuls les inquisiteurs de rang suffisant peuvent consulter. Ces effets ne ressemblent pas à la corruption telle que la doctrine la décrit. Ils ressemblent à une acclimatation, une adaptation progressive de la psychologie à des réalités que la doctrine impériale classe comme aberrantes, mais que l'exposition prolongée rend fonctionnellement normale. Les inquisiteurs les plus expérimentés ne croient plus entièrement à ce qu'ils défendent. Ils le défendent quand même, parce qu'ils ont évalué les alternatives et concluent que la doctrine, même inexacte, est préférable au vide qu'engendrerait sa dissolution. Ce que les démons m'ont appris malgré eux, les vérités qu'ils transmettent sans intention pédagogique, c'est ce que la prochaine partie documente. Les démons n'enseignent pas, ils révèlent. La distinction est celle qui sépare un professeur d'un symptôme. L'un transmet délibérément, l'autre manifeste involontairement ce qu'il est. 10 000 ans de cohabitation avec des entités dont la nature est constituée de vérités psychiques brutes m'ont appris davantage sur la condition mortelle que n'importe quelle bibliothèque que l'Imperium aurait pu me fournir, précisément parce que les démons ne choisissent pas ce qu'ils révèlent. Ils sont ce qu'ils révèlent. La différence entre observation et enseignement disparaît quand le sujet observé est lui-même une externalisation de ce que vous cherchez à comprendre. La première révélation involontaire concernait la peur. Les entités de cornes que j'ai observées pendant des siècles ne se nourrissent pas de violence. Cette simplification doctrinale est une métaphore pédagogique qui sacrifie l'exactitude à la mémorabilité. Elles se nourrissent de l'émotion spécifique produite par la violence imminente, la fraction de seconde précédant l'impact, quand la conscience mortelle comprend simultanément ce qui va se produire et son impuissance à l'empêcher. Cette fraction de seconde a une saveur psychique distincte de la douleur qui suit, distincte de la terreur qui précède. Les entités de cornes la cultivent avec la patience de vignerons attendant le degré exact de maturité. Ce qu'elles révèlent malgré elles, les mortels produisent leur conscience la plus aiguë, leur présence au monde la plus intense, dans les instants de vulnérabilité extrême. La lucidité maximale et la fragilité maximale coexistent dans le même fragment temporel. Le warp le sait depuis suffisamment longtemps pour avoir construit des dieux autour de cette coïncidence. La deuxième révélation provenait des serviteurs de Tzeentch, des entités dont la complexité architecturale m'a occupé pendant plusieurs siècles, avant que j'abandonne l'ambition de les comprendre entièrement pour me contenter de les cartographier partiellement. Ce qu'elles révèlent involontairement concerne l'espoir. Tzeentch est souvent décrit comme le dieu du changement, de la manipulation, des plans imbriqués. Cette description est exacte et manque l'essentiel. Tzeentch
est une cristallisation de l'espoir mortel, non pas de sa réalisation, de sa structure. La forme mentale que prend l'espoir, cette projection vers un futur meilleur que le présent, cette conviction que les circonstances peuvent être modifiées par l'action ou la connaissance, cette forme alimente Tzeentch plus directement que n'importe quelle manipulation spécifique. Les mortels qui espèrent le plus intensément contribuent le plus généreusement à sa substance. Cette révélation a des implications que je laisse à l'auditoire le soin de formuler, parce que les formuler moi-même produirait un découragement que Nurgle recyclerait immédiatement. Nurgle révèle quelque chose que ses propres servants ne comprennent pas consciemment. La persistance est une forme d'amour. Pas une belle forme. Une forme grotesque, envahissante, indifférente au consentement de son objet. Mais une forme néanmoins, une orientation vers la continuation de ce qui existe, une résistance fondamentale à l'extinction qui ressemble, vue depuis suffisamment loin, à une tendresse monstrueuse. Les entités de Nurgle ne veulent pas votre mort. Elles veulent votre transformation perpétuelle, votre continuation sous des formes successives dont aucune ne ressemble à la précédente, mais dont chacune conserve quelque chose d'essentiel à la suivante. Ce qu'elles révèlent, la peur de la mort et l'amour de la vie, sont la même émotion vue depuis des directions opposées. Slaanesh révèle la dernière vérité, la plus simple et la plus dévastatrice. La conscience mortelle ne cherche pas le bonheur. Elle cherche l'intensité. Le bonheur est une intensité parmi d'autres, ni la plus puissante, ni la plus recherchée quand les alternatives sont disponibles. Ce que Slaanesh offre n'est pas le plaisir, mais l'amplitude, et cette offre trouve preneur parce qu'elle correspond à quelque chose de réel dans l'architecture psychique de chaque espèce sensible que le Warp a jamais absorbée. Les démons de Slaanesh révèlent malgré eux que l'ascèse impériale n'est pas une victoire sur le désir. C'est une forme de désir, le désir de ne pas désirer, aussi intense et aussi consommateur que ce qu'il prétend remplacer. Ce que font les âmes qui ont choisi de rester, comment elles survivent et ce qu'elles deviennent, c'est ce que la prochaine partie documente. Rester est une compétence. Personne ne naît avec. On l'acquiert par élimination progressive de toutes les alternatives, non pas comme une capitulation, mais comme une spécialisation, le genre de spécialisation que les Mechanicus développent quand ils abandonnent suffisamment de chair pour que le retour devienne topographiquement impossible. Les âmes qui ont choisi de demeurer dans le Warp après la ruée d'âmes n'étaient pas des faibles. Les faibles se dissolvaient rapidement, recyclés selon les gradients d'affinité émotionnelle que j'ai déjà documentés. Ceux qui restaient intentionnellement étaient ceux qui avaient compris quelque chose que l'espace réel n'enseigne pas, que l'identité n'est pas un état mais une pratique, et que cette pratique peut être maintenue dans des environnements hostiles si elle est exercée avec suffisamment de constance. La première chose qu'ils apprenaient était la délimitation, non pas la défense. La défense suppose un périmètre fixe contre une menace externe, et le Warp ne respecte pas les périmètres fixes. La délimitation est différente. C'est la capacité à définir en permanence ce qui appartient à votre conscience et ce qui lui est extérieur, dans un environnement où cette frontière est activement contestée par des forces qui n'ont pas d'intérêt à votre cohérence individuelle, mais un intérêt considérable à vos composantes dispersées. Ceux qui maîtrisaient cette technique développaient une présence dans le Warp que j'aurais qualifiée de personnalité gravitationnelle, une densité psychique suffisante pour que l'environnement se déforme légèrement autour d'eux plutôt qu'à travers eux. Pas une immunité, une friction. Le Warp pouvait encore les atteindre, les modifier, les éroder. Mais ils devaient travailler pour le faire, et ce travail produisait une résistance qui, paradoxalement, renforçait la délimitation qu'ils cherchaient à dissoudre. Parmi ceux que j'ai observés sur des périodes suffisamment longues pour documenter leur évolution, une ancienne sœur hospitalière nommée Vrat, dont le prénom complet avait été délibérément abandonné comme première mesure de délimitation, une décision tactique que j'ai reconnue comme remarquablement perspicace, avait développé une méthode de persistance fondée sur le service. Elle soignait les autres consciences errantes qu'elle rencontrait, pas par vocation résiduelle de son ordre d'origine, par calcul. Elle avait compris que l'utilité crée une gravité relationnelle, que les consciences que vous avez aidées maintiennent avec vous
des liens psychiques qui constituent autant d'encre dans un environnement sans sol. Son réseau d'obligations mutuelles était devenu une architecture de survie plus robuste que n'importe quelle technique de résistance individuelle. Le warp tentait de la dissoudre. Elle opposait à cette dissolution un tissu de relations dont chaque fil était une raison supplémentaire de maintenir la cohérence. Un autre cas, plus troublant dans ses implications, un ancien hérétique, je tairai son affiliation pour des raisons qui concernent moins la prudence que la précision taxonomique, avait choisi de rester parce qu'il avait conclu que le warp était le seul endroit où sa nature profonde était acceptable. Dans l'espace réel, ce qu'il était l'avait conduit à l'inquisition, à la torture, à une condamnation prononcée avant même que les preuves soient rassemblées. Dans le warp, cette même nature était une fréquence parmi d'autres, ni condamnée ni célébrée, simplement présente. Il n'était pas heureux. Le bonheur, comme Slaanesh me l'avait révélé malgré lui, n'est qu'une intensité parmi d'autres. Il était adéquat, accordé à son environnement pour la première fois de son existence. Cette adéquation était sa méthode de persistance. L'espace réel l'avait fabriqué inadapté. Le warp l'avait reçu tel quel. Ce que tous ses survivants partageaient, Vrat, l'hérétique, le magos dont j'ai parlé précédemment, et les dizaines d'autres que j'ai observés sur des décennies, était une caractéristique que je n'ai identifiée que progressivement, parce qu'elle était suffisamment contre-intuitive pour résister à ma première analyse. Aucun d'eux ne cherchait à comprendre le warp. Ceux qui cherchaient à comprendre se dissolvaient. La compréhension totale du warp requiert une dissolution des frontières cognitives que la compréhension elle-même érode. Ceux qui persistaient avaient abandonné l'ambition de comprendre pour adopter celle de coexister, une posture épistémologique que l'impérium de la raison aurait qualifiée de capitulation intellectuelle et que 10 000 ans m'ont appris à reconnaître comme la seule sagesse praticable dans cet endroit. Ce qui pousse au fond du warp, dans les couches que même les entités majeures évitent, c'est ce que la prochaine partie documente. Et pourquoi j'y suis descendu une seule fois, et pourquoi je n'y suis jamais retourné. Il y a quelque chose sous les dieux. Pas hiérarchiquement, spatialement, si ce mot conserve une pertinence dans un domaine où l'espace est une métaphore que le warp tolère provisoirement avant de la dissoudre. Sous les territoires de Khorne, sous les labyrinthes de Tzench, sous les jardins proliférants de Nurgle et les palais sensoriels de Slaanesh, il existe une strate que même les grandes entités contournent, avec une cohérence que j'ai mis plusieurs siècles à identifier, comme de l'évitement délibéré. Les dieux du chaos ne craignent rien. Leur psychologie n'a pas la structure nécessaire pour générer la peur, telle que les mortels la connaissent. Mais ils évitent. Et l'évitement systématique de quelque chose par des entités de cette magnitude est une information suffisante pour justifier une descente. Je suis descendu une seule fois. Après environ 7000 ans de présence dans le warp, 7000 ans pendant lesquels j'avais cartographié les strates supérieures avec une minutie que je qualifierais d'obsessionnelle, si l'obsession n'était pas, dans ce contexte, une stratégie de survie légitime. La descente ne ressemblait pas à un mouvement. Elle ressemblait à un abandon progressif de présuppositions. Chaque couche franchie correspondait à l'abandon d'une certitude supplémentaire sur la nature de la réalité. Non pas arrachée violemment, mais dissous graduellement, comme du sel dans une eau dont la température augmente trop lentement pour être perceptible jusqu'à ce que la dissolution soit complète. La première certitude abandonnée fut la causalité. La deuxième, la continuité. La troisième, et cette perte fut la plus déstabilisante parce que je ne l'avais pas anticipée, fut la singularité. La conviction que j'étais une conscience unique, distincte, séparable du reste de ce qui existait. Ce que j'ai trouvé dans les couches profondes n'était pas une entité, pas une présence, pas même une absence au sens où l'absence est la négation d'une présence. C'était une mémoire. Le warp, dans ses couches les plus profondes, est une archive de tout ce qui a jamais souffert dans cette galaxie depuis suffisamment longtemps pour que la souffrance laisse une empreinte psychique permanente. Pas les âmes individuelles, celles-là occupent les strates supérieures, recyclées et reconfigurées selon les besoins des entités qui les habitent. Ce que j'ai trouvé était antérieur aux âmes individuelles, antérieur aux races qui les avaient reproduites. Une accumulation de douleurs brutes, non attribuées, non personnalisées, remontant à des époques que même les nécrons dans leur arrogance millénaire
n'aurait pas pu dater avec précision. Cette mémoire n'était pas consciente. Elle n'avait pas de volonté, pas d'intention, pas de désir de communication ou de contact. Elle était simplement là, dense, compacte, d'une masse psychique suffisante pour que ma conscience, à son contact, commence à perdre les contours que 7000 ans de pratique avaient rendus robustes. Ce que j'ai compris dans les quelques instants avant de remonter, parce que remonter était la décision la plus rapide que j'ai jamais prise, plus rapide que la pensée, une réaction d'une partie de moi qui n'utilise pas le langage pour décider, était ceci. Les dieux du chaos ne sont pas la profondeur du warp, ils en sont la surface. Des structures émergentes, des organisations locales d'une complexité impressionnante, construites sur une fondation qu'ils n'ont pas créée et ne contrôlent pas. Khorne, Tzench, Nurgle, Slaanesh, 4 architectures élaborées bâties sur une douleur si ancienne qu'elle précède la conscience de toute espèce qui aurait pu la produire. La question que je ne peux pas résoudre, celle qui m'occupe depuis cette descente unique. Si la douleur précède les consciences qui souffrent, qui a souffert en premier? Je ne suis pas retourné dans les couches profondes. Non par peur, la peur requiert une imagination du futur que 10 000 ans dans le warp ont considérablement érodé. Par respect pour la seule chose dans cet endroit qui ne cherchait pas à m'utiliser. Cette mémoire n'avait aucun intérêt pour moi. Dans le warp, l'indifférence totale est la forme la plus rare de dignité qu'on puisse accorder à autrui. Ce que je me souviens encore, pourquoi la mémoire persiste quand tout le reste s'érode, c'est ce que la dernière partie documente. Je me souviens parce que quelqu'un doit. Pas l'Imperium. L'Imperium se souvient de ce qui consolide sa doctrine et efface le reste avec l'efficacité industrielle d'une civilisation qui a transformé l'amnésie sélective en compétence administrative. Pas les dieux du chaos. Leur rapport à la mémoire est celui d'un océan assez vague, chaque souvenir absorbé et recyclé sans que l'accumulation produise quoi que ce soit, ressemblant à une conscience historique. Pas les entités que j'ai côtoyées pendant 10 000 ans, elles existent dans un présent perpétuel d'une intensité que la mémoire ne ferait que diluer. Moi, par défaut, par persistance accidentelle devenue vocation involontaire. Ce qui reste après 10 000 ans dans le warp n'est pas ce que j'aurais préservé délibérément. La mémoire dans cet endroit n'obéit pas aux hiérarchies que la conscience établit entre l'important et l'insignifiant. Ce qui persiste, ce sont les détails sensoriels sans valeur documentaire, l'odeur spécifique de la chapelle improvisée d'Aldric, la texture exacte du registre que je tenais à la main quand le chant Geller a cédé, le timbre précis de la voix de Séraphine Voss formulant sa question sur la sortie. Ces fragments survivent intacts pendant que les architectures conceptuelles qu'ils habitaient s'érodent progressivement. Le warp préserve ce qu'il trouve utile. Il trouve utile ce qui porte une charge émotionnelle spécifique, non pas universelle, mais singulière. Le détail qui n'appartient qu'à une conscience particulière, irremplaçable précisément parce qu'aucune autre conscience ne l'aurait encodé de cette manière exacte. Je suis devenu une collection de ces singularités, une archive d'irremplaçables minuscules accumulées sur 10 000 ans. Ce que je comprends maintenant sur la mémoire dans le warp que je ne comprenais pas lors de notre entrée. Ce souvenir est un acte de résistance structurelle, non pas contre le warp, mais contre l'entropie psychique qu'il représente. Chaque souvenir maintenu avec précision est une affirmation que quelque chose a eu lieu, que les 742 âmes de notre vaisseau ont existé, que leur existence avait une forme spécifique irréductible à leur fonction dans les grands mécanismes cosmiques que le warp leur assignait rétrospectivement. Aldric a existé. Ptolus a existé. Séraphine Voss a existé et est reparti. Isolde Primus errait encore la dernière fois que sa fréquence psychique a croisé la mienne. Ces existences ne pèsent rien dans les équilibres de puissance entre les dieux du chaos. Elles ne modifient pas la trajectoire de l'Imperium. Elles ne figurent dans aucun registre que l'administratum consulterait. Elles ont eu lieu. Je m'en souviens. C'est suffisant pour que leur dissolution ne soit pas totale. La question que cet enregistrement laissera sans réponse, parce que certaines questions sont plus utiles ouvertes que résolues, est celle de ma propre nature après 10 000 ans de transformation continue. Ce que j'étais lors de notre entrée dans le warp est documenté dans les premières pages de ce témoignage. Ce que je suis devenu
résistent à la même documentation, non par pudeur, mais parce que les catégories que l'espace réel fournit pour classifier les consciences, mortels, démons, entités, âmes perdues, ne correspondent à aucune de mes propriétés actuelles avec une précision suffisante pour que l'application ne soit pas trompeuse. Je ne suis pas démon. Je ne suis plus mortel. Je ne suis pas perdu. La perte suppose une destination originelle dont l'absence est maintenant perceptible. Et ma destination originelle était un système stellaire dont le nom m'échappe depuis environ 3000 ans. Ce témoignage s'arrête ici. Non parce qu'il est complet. Rien dans le warp n'est jamais complet, la complétude étant une convention de l'espace réel que cet endroit refuse catégoriquement. Parce que ce qui vient après 10 000 ans de mémoire accumulée dans un domaine où la mémoire est une aberration, n'est pas quelque chose que le langage impérial standard peut contenir sans se déformer jusqu'à l'inutilité. Vous avez entendu ce que j'ai vu. Vous portez maintenant une fraction infinitésimale de ce poids. Je vous souhaite de ne jamais comprendre pourquoi c'est un fardeau.